cette édition. Les responsables de l'Alliance islamique de bienfaisance Rabita al-Hayriya al-Islamiyya ont tenu ce samedi à Mdé leur conférence hebdomadaire. Le thème retenu ce week-end est l'importance de la paix et la sécurité. Voici le reportage d'Ahmed Abdallah Hussein et Salim Ali Ratiraka, le compte-rendu de Halid Mzouri. La paix et la stabilité, tel était le thème retenu ce samedi par les responsables de l'ONG Rabitatul Khayriyat al-Islamiyya. Au cours de son exposé devant une immense foule, le conférencier Mohamed Assoumani a révélé que la paix reste, pour ainsi dire, le vecteur de développement socio-économique dans un pays tel que le nôtre. Il est clair que toute personne dans sa vie a besoin de paix. C'est la raison pour laquelle tout un chacun en a besoin pour qu'il puisse s'adonner sans contrainte à ses préoccupations. Il n'est pas question d'imiter les actes ignobles qui mettent en cause cette paix dont chacun a besoin. Au cours de cette rencontre hebdomadaire, les représentants du Rabitatul Khayriyat al-Islamiyya ont passé en revue les actes inhumains tels que viols à l'égard des femmes et enfants, sans oublier les conflits intercommunautaires qui font obstacle à la paix et à la stabilité d'une société. Dans le village de Mboudé, la pêche reste, comme dans de nombreuses localités du pays, artisanale. Dépourvus d'équipements modernes, les pêcheurs ne se contentent que de leurs embarcations de fortune. C'est dire que les conditions de travail ne sont pas réunies, à tel point qu'ils ont du mal à assurer l'éducation de leurs enfants. Nous vous proposons des réactions. La pêche s'est développée grâce à l'utilisation des vedettes motorisées. Nous sommes en règle, nous disposons nos cartes, malheureusement aucune aide ne nous est parvenue. Par contre, les autres pêcheurs bénéficient d'équipements. On a seulement des pirogues. Il y avait 2 pêcheurs d'ici perdus en mer. Ce sont les pêcheurs de Fumbouni qui nous ont aidés dans les recherches. Autre actualité, le marché Volo-Volo est envahi par du piment de toutes sortes. Une équipe de l'ERTCC est rendue ce samedi pour constater de visu la situation à Zarmbaye et Nourdine Ibrahim. Voici le récit de Mariam Alirilo. Avant, le kilo de piment se vendait à haut prix et donc pas accessible à tous. Une condition qui incitait les cultivateurs à accentuer leur culture et à planter en masse. Mais, depuis l'événement de la Covid-19, qui mit aux arrêts plusieurs activités, comme la cérémonie des grands mariages et l'activité hôtellerie réduite, les prix ont encore grimpé. Depuis peu, le piment est abondant et son prix est tombé à 500 francs comoriens. Ce phénomène est difficile pour les agriculteurs qui sont contraints à vendre à bas prix. Nous qui vendons le piment, on souffre beaucoup. Même ce qu'on vend, on n'arrive pas à trouver le frais du transport. Il y aura un moment, on va vendre au plus cher. Les gens vont acheter, ils n'auront pas le choix. Pour l'instant, on s'applique à la situation. Pas que le piment, mais d'autres produits comme les bananes et le manioc sont aussi abondants. Certes, la vente à bas prix permet une accessibilité à tous, mais cela n'empêche pas qu'une grande quantité pourrisse. Ne serait-il pas temps de penser à une méthode de conservation de ces aliments? Le village de Kouani, dans la région de Ouachili, entend mettre en œuvre un projet de construction d'un tronçon de route dans le but de faciliter la circulation des biens et services. Reportage Mariam Aliriloa et Nourdine Ibrahim. Initié en 2017 par la commission villageoise de Kouhani-Ouachili, le chantier de la route vers la route nationale se poursuit. Ce projet est estimé à 20 millions de francs comoriens. Pour l'instant, une somme de 4 000 € a été déjà versée à la société Koulak, à qui on a confié le marché. Ce montant sera consacré au terrassement, un premier pas qui facilite l'accès au village et les allers-retours au champ. C'est aujourd'hui, en 2020, que la réalisation commence et nous espérons, nous demandons encore le gouvernement de Comores, cette continuité va nous accompagner dans ce projet. La diaspora de Kouhani-Ouachili est en première ligne pour financer ce grand projet, une initiative bien accueillie par ce village, connu sous le nom du village de Baobab.
Le village d'Umboudé est confronté à une montée excessive du niveau de la mer, une situation alarmante qui menace les habitants de la localité. Reportage Maria Maliriloa et Nourdine Ibrahim. Ce phénomène d'augmentation du niveau de la mer est observé après le passage du cyclone Kenneth en avril 2019. Bien avant, cette surface que vous voyez n'était pas déserte. Elle était couverte par d'arbres et d'herbes. Le phénomène a poussé la société Sonelec à déplacer ce poteau à une vingtaine de mètres environ pour s'éloigner de la marée haute. À peine 4 mois, le processus de la montée d'eau a accéléré. Pour faire face à ce problème environnemental, un projet de construction d'une digue est lancé, chose qui permettra aux habitants de la localité de se protéger contre cette situation menaçante. La route est prise par la mer, donc ça c'est la difficulté qui nous encombre surtout au niveau de Mboudé Dimani. Les chagrins que nous vivons actuellement est de passer des chagrins avec nous et non seulement de nous aider à construire ce digue. C'est ça le message que j'ai passé pour tout le monde. Scientifiquement parlant, l'élévation du niveau de la mer est provoquée par l'effondrement des glaces résultant du réchauffement climatique. Préserver ces zones côtières devient alors un combat pour tous afin d'éviter le pire et sauver la planète. En international, la mission des Nations Unies en Centrafrique a déployé vendredi des casques bleus à Bossambélé et à Bossambélé en réponse aux violences précédant les élections centrafricaines prévues le 27 décembre prochain. Les scientifiques chinois ont commencé à analyser les échantillons lunaires rapportés sur Terre jeudi dernier. Une cyberattaque d'envergure frappe plusieurs ministères aux États-Unis. Confinement et couvre-feu un peu partout en Europe face au Covid-19. Voici les reportages. Oui, alors malgré les craintes, hier soir, Bangui se réveille dans le calme après une journée d'attente et d'inquiétude. Il y avait rumeur depuis plusieurs jours de déplacements d'hommes armés et de rencontres dans l'arrière-pays, mais c'est vraiment que des mouvements ont commencé à s'opérer. Des hommes en moto et en pick-up sont partis du nord-ouest du pays, ont notamment traversé les localités de Bozoum, Bossambélé et Bossambélé. Des témoins signalent aussi l'avancée d'hommes en armes sur l'axe ouest du pays. La MINUSCA, la force onusienne, a donc déployé des renforts, une intervention des forces spéciales avec des moyens aériens a eu lieu pour dissuader la poursuite de l'avancée de ces hommes armés. L'ONU, dans un communiqué hier soir, a attribué ces attaques aux groupes armés 3R, MPC et Anti-Balaka. Elle a déploré la mort de 2 forces gouvernementales. La force onusienne affirme que ces crimes ne resteront pas impunis. Alors des groupes armés, dans un communiqué conjoint, menaçaient déjà mercredi d'user de tous les moyens contre le pouvoir s'ils poursuivaient l'organisation des élections. Alors si certains candidats continuent à battre campagne, beaucoup se questionnent quant à la possibilité de la tenue du scrutin dimanche prochain dans ce contexte. Cet objet délicatement manipulé par ces scientifiques chinois contient des échantillons lunaires. Ils ont atterri ce jeudi en Mongolie intérieure, dans le nord de la Chine, à bord de la capsule Chang'e 5. Les fragments de Lune ont été transférés à Pékin pour être analysés. La mission avait été lancée le 24 novembre. Il s'agit des premières poussières lunaires rapportées sur Terre depuis 1976. L'année prochaine et l'année suivante seront très chargées pour nos programmes spatiaux. Nous prévoyons de terminer 11 missions d'ici 2 ans. Nos plans incluent Chang'e 7 et Chang'e 8, que nous utiliserons comme une opportunité de coopérer avec les pays et les organisations internationales pour explorer la construction d'une station de recherche scientifique sur la Lune. Cette mission marque un pas supplémentaire de Pékin dans la conquête spatiale face aux programmes américains et russes. Ces échantillons vont permettre d'en savoir plus sur les origines de la Lune et sur son activité géologique. Le trésor, l'énergie, le commerce, la cyberattaque d'envergure qui frappe plusieurs ministères aux États-Unis représente un risque grave. C'est l'alerte lancée par l'agence américaine en charge de la cybersécurité et de la sécurité des infrastructures. Cette attaque, dont les auteurs n'ont pour l'heure pas été désignés, a débuté en mars. Les pirates auraient profité de la mise à jour d'un logiciel de surveillance développé par une entreprise du Texas et utilisé par des dizaines de milliers d'entreprises à travers le monde.
Elle s'est poursuivie durant des mois avant d'être découverte par un groupe de sécurité informatique américain, lui-même victime de cyberattaques la semaine dernière. Du côté de la Maison-Blanche, c'est le silence radio concernant cette affaire. Aucun tweet ni commentaire de la part de Donald Trump. Le président élu Joe Biden, qui doit prendre ses fonctions le 20 janvier prochain, s'est lui déclaré très préoccupé. Il y a une dizaine de jours, c'est l'Agence européenne des médicaments qui avait été l'objet d'une cyberattaque au cours de laquelle des documents liés à Pfizer-BioNTech avaient été piratés. Dans de nombreux pays européens, les vacances de Noël ont commencé et cela va de pair avec un durcissement des mesures sanitaires. C'est le cas en Italie. Le Premier ministre a annoncé ce vendredi un nouveau confinement à partir de lundi. Interdiction de voyager d'une région à l'autre, fermeture de nombreux commerces. Les autorités veulent ralentir la progression du virus en limitant les brassages de population. En Autriche aussi, on s'inquiète du nombre croissant de cas de contamination, d'où la décision du gouvernement de reconfiner le pays. Un couvre-feu généralisé, de jour comme de nuit, et ce à compter du 26 décembre. Une mesure qui sera appliquée au moins un mois. La Suède a longtemps fait figure d'exception face à l'épidémie, le seul pays européen à n'avoir pas imposé de confinement. Mais voilà, face à une situation jugée très grave, les autorités serrent la vis avec la mise en place de jauges dans les commerces ou encore le port du masque dans les transports publics. Pour autant, il n'est à ce stade pas question de confiner la population. En France, le président Emmanuel Macron a incité les Français à la vigilance. Il parle en connaissance de cause, ayant lui-même contracté le virus. Je vais bien, a-t-il dit, reconnaissant malgré tout avoir une activité un peu ralentie. Le chef de l'État s'est isolé à la Lanterne, une résidence officielle située à côté du château de Versailles. Il a promis de rendre compte chaque jour de l'évolution de la maladie. Pour les dirigeants, il n'est pas simple d'imposer ce nouveau tour de vis à des populations déjà éprouvées par les mesures de distanciation sociale, alors même que les fêtes de fin d'année sont traditionnellement des moments de retrouvailles. Mais les experts sont unanimes pour dire que, sans ces mesures strictes, l'épidémie risque bien de s'accélérer à nouveau. Il est à retenir que le président de la République, Azali Assoumani, s'adressera à la nation demain à partir de 20h30 à l'ORTC et dans les radios périphériques. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de votre fidélité. Retrouvons-nous dans 2 semaines. Au revoir.